Donc, dans la deuxième partie de la manipulation, nous allons effectivement tout mettre en œuvre pour déterminer le pKa. Donc, pour déterminer le pKa, on sait qu'on trouve le pKa grâce à la relation pH égale pKa plus log de la forme basique que je note IND- sur la forme acide. Donc, on sait, grâce à la première partie, qu'on va mesurer que si on travaille à 613 nanomètres, d'accord, à 613 nanomètres, la forme IND- absorbe, puisque son epsilon est différent de 0, très différent de 0, alors que la forme acide absorbe pas. Epsilon très proche de 0. Conclusion, si je mesure l'absorbance à 613 nanomètres, elle sera égale à epsilon de la forme basique à 613 nanomètres fois L, la longueur de la cuve 1 cm, fois la concentration en IND-. Conclusion, en mesurant l'absorbance à cette longueur d'onde-là, je mesure directement, d'accord, grâce à un tour de passe-passe mathématique, la concentration en IND-. Donc, supposons que dans un bécher, je mette 1 millilitre de solution mère de BBT. D'accord ? Je vais connaître le volume, donc solution mère de BBT, ce qui veut dire que j'ai le nombre de moles de BBT, je le connais. Si je connais le volume total de la solution à tout moment, je pourrais calculer la concentration en INDH à tout moment. Pourquoi ? Parce que je connais la concentration totale en BBT, elle est égale au nombre de moles de BBT, c'est-à-dire le volume fois la concentration, divisé par le volume total. Alors lui, il va falloir que je comprenne comment je le mesure et que je ne fasse pas d'erreur. Ça veut dire une chose, que je suppose que le nombre de moles de BBT est constant pour que mes équations mathématiques tiennent la route. Et ça, ce sera égal à INDH plus IND-, loi de conservation de la matière. Donc, ça, je peux le calculer grâce à cette équation mathématique-là, en faisant attention à ce qu'expérimentalement, je tienne la route. Et que je calcule IND- par différence entre les deux, je pourrais calculer INDH. Comment je vais faire ça ? Eh bien, il faut que je fasse ça, déjà, en faisant varier le pH. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse varier le pH. Pour faire varier le pH, je vais me placer, d'accord, avec une solution tampon, ce qu'on appelle la solution de Britton-Robinson. C'est une solution de 3 tampons qui vont permettre d'ajuster le pH sans faire varier brusquement le pH. Je vais en mettre 20 ml. Mais pour ajuster le pH, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter de la soude concentrée et je vais faire varier le pH de manière à obtenir ce que je veux. Comment je vais savoir si j'ai obtenu ce que je veux ? Eh bien, je vais faire mesurer le pH par un pH mètre. Donc, admettons qu'au début, je sois à 2,3 unités de pH, 2,30. Je veux arriver jusqu'à 3,5. Je vais rajouter de la soude jusqu'à 3,5. Là, paf, je m'arrête. Je ne suis pas à 3,5 malheureusement, je suis allé un peu vite. Je suis à 3,51. Est-ce que c'est grave ? Non, parce que je ferai les calculs avec les valeurs que j'ai prises expérimentalement. À 3,51, je vais prendre une petite cuve bien propre, bien sèche. À l'aide d'une pipote bien propre, bien sèche, je vais prendre un peu de la solution. Je vais la mettre dans la cuve et je vais aller mesurer l'absorbance de la cuve. Mesurant l'absorbance, ça me permettra de calculer la concentration en IND-. Si je veux calculer la concentration en INDH, il faut que je connaisse le nombre de moles de BBT total avec le volume total. Quel est mon volume total ? Eh bien, le volume de BBT, le volume de Britton-Robinson et surtout le volume de soude. Donc il ne faut pas oublier
de noter le volume de soude. Ensuite, je reviens, qu'est-ce que je fais? Je ne jette surtout pas le contenu de la cuve, je le remets dans le bécher, de manière à pouvoir toujours faire l'approximation que j'ai un volume total. Je rajoute de la soude jusqu'à avoir été au prochain point. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je reprends une autre pipette? Eh bien, les quelques gouttes de la pipette que j'avais utilisée avant seront perdues, donc mon volume ne sera pas constant. Donc je garde la même pipette et je garde la même cuve, comme ça il n'y a pas de souci. Je reprends ma pipette, je prends un volume, je la mets dans ma cuve, mais surtout ce que je vais faire un aller-retour. Pourquoi? Parce que s'il me restait 2-3 gouttes dans la cuve, mon volume était bien constant, mais le problème c'est que le pH à l'intérieur de la cuve ne sera pas peut-être le même que celui mesuré dans le bécher. Donc en faisant un aller-retour, en gros, ça me permet de rincer ma cuve ici. Et du coup, à un moment donné, au bout de 2-3 rinçages, je peux logiquement faire l'approximation que le pH dans ma cuve est le même que dans mon bécher. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je prends le volume, la valeur du pH. D'accord? Comme ça, je serai beaucoup plus précis, ce sera moins entaché de valeurs expérimentales. Donc vous comprenez bien, on pose des équations mathématiques, c'est juste sur le papier, il faut faire attention à ce qu'expérimentalement, tout ce qu'on va faire tienne la route. Ce faisant, je vais prendre un certain nombre de mesures. Lesquelles? Voici les valeurs que vous allez prendre en compte. C'est-à-dire, je voulais un certain pH, j'ai eu un certain valeur expérimentale, j'ai ceci grâce en rajoutant un certain volume de soude et j'ai mesuré l'absorbance à chaque fois. C'est un petit peu long, ça demande un certain nombre d'allers-retours. Parallèlement, je note la couleur des cuves, d'accord? Comme ça, vous voyez qu'à un moment donné, il y a une zone de virage et qu'après à une certaine valeur, la couleur ne change pas. Ceci vous permettra de distinguer, donc, s'il vous plaît, vous allez compléter les tableaux en notant les couleurs. Une fois que vous avez fait ça, on peut revenir à nos équations et se dire, ok, je vais pouvoir tracer un certain nombre de choses. Quoi? Et surtout, ce qu'il faut, c'est poser des équations et pas faire tous les calculs à la main. C'est-à-dire, on va utiliser un tableur. Donc, la première question qu'il va falloir faire, c'est pourquoi ne faut-il pas changer de cuve ni de pipette et pourquoi il faut procéder de la manière dont je viens de faire. Essayez de me faire un résumé de tout ça, de manière à bien faire comprendre que vous avez compris ce qu'il fallait faire. Ensuite, vous allez remplir le tableau Excel qui sera fourni, il sera sur la Drive. Il est constitué de 3 onglets. Dans la première partie, vous allez rentrer vos noms, prénoms des deux binômes. Ensuite, vous allez rentrer la valeur du coefficient d'extinction molaire de la forme basique que vous avez calculée dans la première partie. Vous allez rentrer vos valeurs de pH. Les couleurs que vous avez observées, alors si vous en manque certaines, vous faites avec. Les volumes, d'accord, et l'absorbance. La forme basique, elle est égale à, donc absorbance égale epsilon L A moins, d'accord. Conclusion A moins égale A, l'absorbance que vous mesurez divisé par epsilon L. C'est bien pour ça que j'ai besoin du coefficient d'extinction molaire de la forme basique. La concentration totale en BBT, elle est égale au nombre de moles de BBT, qui normalement est constant pour tout le monde, c'est ici, avec cette équation-là, divisé par le volume total. Toutes ces équations mathématiques, si je vous les donne, c'est tout simplement parce que dans la première partie, c'est ce que vous deviez déterminer. Par différence entre les deux, vous avez H, le pourcentage de A-, c'est la concentration en forme basique sur la concentration totale. De manière analogue, vous avez le pourcentage en forme H. Et comme vous avez A-, vous avez H, vous pouvez diviser l'un par l'autre et prendre le log base 10 de tout ça. Ce faisant, tout ceci se fait automatiquement une fois que vous rentrez les valeurs. Se trace automatiquement dans l'onglet suivant le diagramme de prédominance où on trace en fonction du pH le pourcentage des deux formes. Donc en rose, vous avez la forme acide, donc INDH, et en bleu, vous avez IND-. On se rend compte qu'elles ont une certaine forme, vous tracerez les vôtres. Ces deux courbes se coupent bizarrement en un point particulier qui est peut-être intéressant, d'accord? Et du coup, sur ça,
il va falloir exploiter. Vous allez compléter, exploiter ce graphe pour la suite avec les questions que je vous donne. On va aussi pouvoir tracer pH. Donc c'est ça. Ici, vous avez le pH. Ici, vous avez le pH. En fonction du log de A- sur H, vous avez un certain nombre de points. Certains points sont alignés. Vous allez ajuster les points que vous allez prendre dans une corrélation de régression linéaire et Excel va vous sortir Y, c'est-à-dire, à vous de me dire ce que Y, égale quelque chose fois X plus quelque chose, avec le coefficient de régression linéaire. Vous tracez tout ça. Et ensuite, disons, quand je dis vous tracez tout ça, ici, il va falloir ajuster. Donc, comment est-ce qu'on ajuste? Je vous montre. Donc ici, par exemple, vous avez la droite en question. Admettons que vous vouliez prendre le point avant et 2 points après. Vous sélectionnez les points ici. Voilà, ils sont sélectionnés. Vous cliquez bouton droit, vous faites sélection des données. Val 2, c'est ça. Val 1, c'est tous les points en bleu. Val 2, c'est tous les points avec la petite croix rouge. Et vous allez modifier. Si vous voulez prendre un point avant à la place de commencer à la ligne 11, vous allez commencer à la ligne 10. Modifiez bien sur les deux, 10. Et si vous voulez rajouter 2 points, bah vous finissez 2 points après. 16. 16. Vous faites OK. Et vous faites OK. Et là, du coup, vous voyez qu'il vous reprend une régression linéaire différente. Donc, ceci vous permet de manipuler les chiffres et de gagner du temps que de tracer ça sur du papier millimétré, calculer tout à la calculatrice et ensuite essayer de prendre une meilleure droite. Excel vous le fait. Donc, à partir de ça, vous vous rendez compte qu'il y a certains points qui ne sont pas alignés. À vous de me dire pourquoi. Donc, je reviens au poly. Il faut répondre à toutes ces questions-là. D'accord? Mais j'ai oublié de rajouter deux questions. Q16. Pourquoi dans ce graphe-là, un certain nombre de points ne sont pas alignés? Est-ce que c'est des erreurs expérimentales? Est-ce que c'est logique? Ça, c'est la question la plus difficile. Posez-vous la question. Une fois que vous aurez répondu aux autres, pourquoi est-ce que c'est logique d'avoir des points alignés? Et de quoi cela dépend? De quel type d'équation? Qu'est-ce que j'ai fait comme supposition pour établir ce type d'équation? Ce n'est que de la chimie des solutions. Et deuxième cas, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je crois que l'équation passe à la trappe. La question passe à la trappe. Du coup, vous répondez à ça. Ceci va vous permettre d'établir deux valeurs de pKa, l'une à partir de ce graphe-là, une à partir du deuxième graphe. À partir de ça, vous allez me dire quelle valeur vous préférez, si vous en préférez une, ou vous allez me dire pourquoi vous voulez faire une moyenne. Et à la fin, ça va vous permettre de faire une conclusion. Donc je veux un compte rendu avec une petite intro. Les réponses aux questions. D'accord? Et puis à la fin, une petite conclusion. Et ceci à rendre par binôme ou trinôme, si c'était le cas. Et ceci dans les délais. Essayez de me faire un compte rendu, s'il vous plaît, qui soit le plus agréable à lire. Je comprends que ce ne soit pas facile à faire par les temps qui courent. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je donnerai le nom de vos enseignants de TP, comme ça vous pourrez leur poser des questions directement, cordialement.